cadre de cette table ronde où l'on va évoquer l'Aubrac sur les 25 années qui vont venir, l'Aubrac jusqu'en 2050, horizon 2050. Cette table ronde où nous aurons de nombreux intervenants. On va pour ce matin attaquer d'abord du côté d'Internet et de ceux qui sont peut-être déjà en ligne chez eux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le chapiteau va se réchauffer, nous aurons vraisemblablement un peu plus de monde pour nous rejoindre. Et puis à partir du moment où on fait un peu de battage, un peu de bruit, ça va attirer ceux qui tranquillement ont douché les bêtes, les ont remises à la tâche et viendront nous rejoindre ensuite. Table ronde que vous allez pouvoir suivre chez vous via la chaîne YouTube de l'Arras Aubrac. N'hésitez pas, pourquoi pas, si vous êtes chez vous et intéressé, passionné sur ce que nous allons mettre en avant, à poser des questions par le chat. Ces questions nous seront transmises bien sûr par la régie et nous tâcherons de les inclure dans ce débat. Soyez donc les bienvenus. Bienvenue, c'est aussi ce que va faire Mathieu Cos, le président de l'Arras Aubrac, pour accueillir ses invités, ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous rejoindre. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Renaud, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à nos invités d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette table ronde dont la thématique l'élevage Aubrac à l'horizon 2050 est primordiale et elle reflète l'évolution que cette race connaît depuis 50 ans. Puisqu'il y a à peine 50 ans, race avec un plan de conservation, puis un plan de relance. Et aujourd'hui, par des choix judicieux, on voit que cette race ne cesse de progresser, qui est la race allaitante qui se développe le plus. Donc on a obligation pour préparer l'avenir, d'imaginer comment s'adapter au mieux. Donc pour cela, on a associé les lycées agricoles de la région du Berceau, avec qui on travaille depuis longtemps, pour qu'ils nous aident à imaginer l'Aubrac à l'horizon 2050. Donc il y a 3 axes principaux, un axe environnemental, donc l'impact de l'élevage sur l'environnement, un axe économique, et bien sûr donc l'impact sur la vie des territoires, sur les effets induits de l'élevage sur l'économie au sens large, et après bien évidemment un volet social, donc avec un maintien des populations sur les territoires, une dynamique de vie, donc avec le maintien des services publics bien sûr. Et donc ces 3 piliers sont étroitement liés et interdépendants. On le verra au fil de la table ronde. Je tenais à remercier une fois de plus nos invités, les lycées bien évidemment, et vous spectateurs, en espérant que les interactions soient riches et nourries. N'hésitez pas, on compte sur ces échanges et les questions, puisque le sujet est primordial. Donc on va commencer cette table ronde. On va revenir quelques jours en arrière, retrouver les jeunes des lycées qui nous ont dévoilé les résultats de leur travail. Journée très intéressante, très instructive. Alors, j'espère l'intervention suite à cette vidéo qui va résumer cette journée de mardi dernier. Vous, chez vous, peut-être un peu plus au chaud que nous ici sous le chapiteau. Si vous les voyez un peu frigorifiés, nos invités, c'est que nous sommes en fait installés sur le ring qui accueille le concours national Aubrac, sous le chapiteau qui commence à prendre le soleil qui devrait être bien présent aujourd'hui et qui devrait nous réchauffer. Vous, chez vous, profitez-en, hein, servez-vous un café et soyez attentifs à cette vidéo qui relate la journée de mardi dernier, le travail de ces élèves qui ont été, je trouve, passionnants et qui, en nous expliquant leur vision de 2050, posent peut-être la première pierre de nouveaux travaux pour voir évoluer la race dans les 25 ans à venir. Allez, on retrouve ces jeunes.
L'enjeu, c'est de tabler sur la diversité des prairies. Il faut vraiment miser là-dessus. Des prairies plus riches, plus précoces, plus fertiles, des prairies plus maigres, plus tardives, sur lesquelles on a de la diversité floristique. Voilà, il faudra vraiment de tout pour passer les étés et les conditions difficiles. Il faut miser sur la diversité et aussi sur la prairie permanente, hein, parce que la prairie permanente reste très souple. Elle s'adapte aux aléas, c'est-à-dire que une année super favorable aux prairies, vous avez une bonne production mais qui n'est pas gigantesque non plus. Une année un peu défavorable, vous avez une production qui est un peu plus limitée mais qui n'est pas non plus totalement proche de zéro. Ça vous permet de lisser un peu ces à-coups. Et l'herbe pâturée, l'herbe fauchée, c'est aussi l'herbe la moins chère, la plus économe pour un système d'élevage. Le bale grazing, c'est quoi? C'est à fourrager les animaux en période où il y a le moins de ressources, donc l'hiver ou l'été, enfin, et compléter la ressource fourragère qui est pâturable avec du fourrage en plus, quoi, pour garder un bon temps de rotation assez long, pour laisser reposer les autres prairies. Le bilan de cet essai pour la ferme du lycée La Roque, c'est qu'on se posait la question toujours de comment détruire nos couverts. Vu les résultats qu'on a sur les restes d'azote et de phosphore dans le sol sur la partie qui n'a pas été pâturée, on aurait tendance maintenant à plus aller nourrir notre sol et nos vers de terre que nos vaches. 2050, on parle de plus en plus de réchauffement climatique. Donc pour moi, je pense que c'est un décalage de la pousse de l'herbe. On aura de l'herbe plus tôt au printemps et plus tard à l'automne, et une période sèche l'été. Donc il faut qu'on s'apprenne à lâcher les bêtes tôt et rentrer un peu plus tard. La chance qu'on a en Aubrac pour 2050, c'est qu'on a des vaches qui savent valoriser un fourrage grossier. Donc je pense qu'il faudra qu'on garde une herbe sur pied pour pouvoir nourrir l'été une herbe sèche qui nourrira les bêtes du 15 juillet au 15 août, période qui va être plus sèche. C'est de valoriser l'intégralité de ces carcasses. Donc la chance d'avoir ces trois établissements qui vont nous permettre de valoriser l'entièreté de la carcasse. La race Aubrac valorise le paysage et le territoire local. Et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis les temps les plus anciens. Si on a des paysages ouverts sur l'Aubrac, c'est grâce à l'élevage notamment. C'est un des principaux atouts de notre territoire, hein, c'est ce paysage qui est emblématique. Et quand les touristes viennent sur l'Aubrac, ils viennent voir le paysage ouvert, ces estives, ces grands pâturages.
apprécié tous les travaux que vous avez menés. Vous êtes vraiment au cœur de ce qu'on se pose comme question pour demain. Je sais qu'on travaille autour de cette race Aubrac, elle est là pour arriver à nous faire vivre encore demain, faire vivre notre pays. Voilà, et je pense que ça vous aura permis de voir les choses peut-être différemment pour l'avenir, sachant qu'on a tous les atouts avec nous. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont très bien travaillé. Déjà, prendre la parole est quelque chose pas facile pour tout le monde. Vous avez fait un très bon boulot, des choses très intéressantes. Nous, aujourd'hui, on est représentants de l'orientation raciale, on est plus axé au départ sur la morphologie animale, sur les orientations qu'on va donner à la race. Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça, puisqu'on a besoin justement de ces éléments pour arriver demain à convaincre et surtout à vivre de ce métier. Je pense que nos territoires, notre façon d'élever nos animaux, nous amène à nous poser les bonnes questions. Alors maintenant, la principale réponse que nous, en tant qu'éleveurs à l'Union Aubrac, on doit avoir, c'est de renforcer un peu, par rapport à ce que vous devez faire, c'est de renforcer l'orientation raciale, d'établir clairement et distinctement les objectifs que nous, sur nos animaux, on va mettre en œuvre en termes d'orientation pour garantir toutes les pistes que vous avez évoquées. L'avenir, il est écrit là. Vous avez fait un travail formidable. Je vous en remercie sincèrement. Ça donne des pistes, ça donne du crédit à nos réflexions. Et puis, l'avenir vous appartient. Donc, pensez bien qu'on prend en considération de façon très sérieuse ces pistes. Et il ne faut pas avoir peur d'être innovant. Retour sur le ring du concours national Aubrac. Alors, après avoir vu ce résumé du travail des jeunes, on pourrait avoir, quand on connaît bien la race Aubrac, on pourrait avoir un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en se disant, la race d'origine, elle a tout l'équipement pour répondre à ces enjeux que l'on décrit là. Elle a fait son évolution déjà depuis les dernières années. Elle a travaillé sur la rusticité, sur la longévité, sur la gestion des territoires. Tout ça, c'est déjà des réponses mises en place pour affronter l'agriculture de demain et peut-être les 25 ans à venir. Ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que l'Aubrac, elle en est là parce qu'on a travaillé. Et il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. La race Aubrac, elle a encore besoin de progresser parce que la société, l'environnement, la situation écologique progresse, pas forcément dans le bon sens selon le cas et la région où on se trouve. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir un peu plus dans le détail, de suivre les pistes ouvertes par ces jeunes, avec un travail intéressant. C'est vraiment bien d'avoir la vision des futurs professionnels qui seront là dans quelques années, qui nous mettront dehors avec des idées qui sont complètement nouvelles. On le verra notamment sur la troisième partie. Donc, Mathieu, on enfonce une porte ouverte, mais il faut l'ouvrir encore un peu plus, je crois. Tout à fait, tout à fait. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, en fait, la race, c'est vrai, s'y est préparée à ces changements. Elle avait beaucoup de qualités intrinsèques qui lui permettaient de répondre aux attentes, aux évolutions. Oui. Si on faisait le même questionnaire avec d'autres races, on sait que les résultats seraient complètement différents. Ouais, tout à fait. Cependant, ce qu'on doit appréhender, c'est la rapidité d'évolution
de notre cadre de référence, de notre environnement. Et c'est là où on va devoir être très réactif, notamment sur le changement et l'évolution climatique, qui impacte directement les ressources fourragères, mais aussi les conditions d'élevage, les températures extrêmes, qui amènent avec un flot de nouveaux vecteurs, sans rentrer dans des problèmes sanitaires du moment, mais c'est à prendre en considération. Et donc la race, cet environnement évolue tellement vite maintenant qu'il ne faut surtout pas qu'on imagine qu'on peut conserver juste les acquis du passé pour répondre aux attentes de demain. On doit continuer à faire évoluer notre race et à s'adapter encore mieux à ces changements. Et donc, on va peut-être rentrer de suite dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à nos invités. En ce qui concerne l'environnement, voilà, les ressources fourragères évoluent très défavorablement en fonction des années. L'année 2025, avec ces 2 périodes de canicule, ont été un été marquant. Donc aujourd'hui, elles sont un peu moins parce qu'il a plu, il fait froid. Mais là aujourd'hui, ça évoque les écarts de température que l'on peut avoir dans la journée. C'est aussi quelque chose de marquant en fait. C'est l'adaptation pour l'animal qui va passer en une semaine de 30 degrés à moins 2, va lui demander une capacité d'adaptation et de résistance. Donc la race y est préparée, mais je le redis, il faut qu'on sécurise encore plus sa capacité d'adaptation et d'évolution. Alors pour être clair, on va beaucoup parler de l'Aubrac sur la race Aubrac, sur le territoire Aubrac, c'est son territoire d'origine, c'est là où elle a puisé toutes ses valeurs, tout ce qui fait sa rusticité, et c'est le meilleur exemple. Quand on peut s'adapter pour une vache à vivre sur l'Aubrac, on s'adaptera assez facilement à d'autres territoires tout aussi difficiles, et encore mieux s'ils le sont moins. La création du parc national, du parc régional, je vois déjà plus gros qu'il n'est, du parc régional de l'Aubrac a été une belle avancée. On a des interlocuteurs, on a des retours d'informations qui sont un peu plus complets qu'avant, et on ne peut que se réjouir d'avoir vu la naissance de ce parc régional. Tout à fait. C'est une richesse pour notre territoire qui a été identifiée, matérialisée par la création du PNR. Et donc, on remercie son directeur d'être présent parmi nous. Et donc, ça va être le premier intervenant sur le volet environnemental au travers de l'adaptation et des ressources fourragères, du pastoralisme et toutes les pistes évoquées par nos lycéens. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter, Monsieur Guillard. Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Guillard, directeur du parc naturel régional de l'Aubrac. Voilà, c'est un établissement qui a été créé en 2018, mais qui a été porté sur ses fonds baptismaux depuis peut-être 2011, et puis certains avaient cette idée-là depuis encore plus longtemps encore. Voilà. Oui, alors pour une réaction peut-être déjà à ce que vous avez vu là. Oui, première réaction, effectivement. La race Aubrac, dans son berceau, l'Aubrac, évolue dans un environnement qui est en pleine évolution. Hein. C'est pas un scoop, ce qu'on se dit aujourd'hui, ce qu'on partage. Il ne faut pas confondre d'ailleurs la météo d'aujourd'hui et puis les évolutions climatiques, hein, parce que on a pas mal de données aujourd'hui à disposition, notamment des modélisations du GIEC, reprises dans des études de projection, notamment par la profession agricole. Hein. L'interchambre d'agriculture du Massif central, le CIDAM, a porté une étude qui a été largement partagée, l'étude AP3C, et qui a mis en évidence que sur nos régions et sur notre région, effectivement, des évolutions étaient en cours. Et à 2050, effectivement, le paysage climatique aura vraiment changé par rapport correspondant à ce qui a été dit. Alors, de l'herbe plus tôt et plus tard, et des grandes périodes difficiles pendant l'été. Oui, il y a deux ressources sur lesquelles effectivement l'élevage s'appuie. C'est la ressource en herbe, bien sûr, et la ressource en eau. Et ces deux ressources, en tout cas la ressource en herbe, est dépendante de la ressource en eau. Ces deux ressources, effectivement, sont fortement exposées au changement climatique. On a l'habitude de dire que le Massif central est un grand réservoir et qu'il y a de l'eau partout.
Vous avez dans les études des changements par rapport à ça? Alors effectivement, d'abord, le Massif central Château d'Eau, parce qu'il est en position haute, au centre de la France, mais c'est pas pour autant qu'il y a des stocks d'eau importants. On est vite sur une géologie de socle et on n'a pas de grandes nappes comme en plaine ou sous des cosses dans d'autres régions de France. Donc ça déjà, c'est déjà une fausse idée qui est véhiculée souvent et qu'il faut un petit peu combattre. Le changement essentiellement, c'est d'abord un changement en termes de température moyenne annuelle. Alors ça, dans l'absolu, c'est pas forcément très mauvais sur une ressource en herbe. Sauf que cette augmentation de température, elle n'est pas homogène. Elle va globalement être plus élevée, mais on va continuer à avoir des périodes de gel et des événements de gel, même tardifs. Donc ça déjà c'est un premier point. Et puis cette augmentation de température va avoir un impact direct sur la nivologie, les chutes de neige, les précipitations et les couches de neige. Donc on peut effectivement imaginer, et c'est prévu, que le manteau neigeux va se réduire progressivement et disparaître à terme sur le massif central, pas que sur l'Aubrac. Donc ça c'est un premier point, ça a une incidence directe sur la ressource en herbe. Et puis cette ressource en herbe, elle, au niveau des températures, elle est particulièrement sensible aux pics de température, aux épisodes caniculaires. Donc si on conjugue des étés qui seront de plus en plus secs et chauds, la ressource en herbe effectivement sera impactée. Et au niveau du climat aussi, ce qui est prévu, c'est que les automnes soient aussi de plus en plus secs. Et au niveau de la ressource en eau, on aura des étiages de plus en plus sévères et tardifs. Voilà. Les projections, c'est des débits d'étiage divisés par 2 à l'automne ou en fin d'automne. Voilà. Donc ces choses-là ne sont pas forcément encourageantes, voilà, en termes de contexte climatique. Donc le tableau brossé par nos jeunes correspond à la réalité. Mathieu, tu voulais intervenir ? Oui, voilà. Alors c'est très bien d'avoir insisté sur l'impact aussi des températures extrêmes qui arrêtent brutalement la production d'herbe. Une des plutôt dans les extrêmes hautes, puisque les extrêmes basses ont tendance, elles, à remonter quand même. Je parlais bien sûr des températures extrêmes hautes. Pardon. Une des réponses envisagées, c'est le stock sur pied, donc laisser des stocks d'herbe non pâturés au printemps, pour pouvoir les pâturer en période sèche où il n'y a pas de pluviométrie. Et donc c'est là où intervient aussi l'adaptation de notre race et les choix génétiques pour valoriser cette herbe desséchée, sûrement moins nutritive qu'au foin, mais quand même valorisée par nos animaux, permettant de passer la période difficile et de maintenir un niveau de production laitière, de maintenir une reproduction. Donc c'est là vraiment l'intérêt de l'adaptation et des travaux à mener sur la génétique pour cette problématique particulière. Et le stock d'herbe sur pied est une des réponses envisagées. Oui, sachant que effectivement l'Aubrac, grâce à ses qualités, ne sera pas rebuté par cette herbe qui sera de moins bonne qualité, elle la mangera, ce qui ne serait pas forcément le cas avec des races beaucoup plus difficiles, qui elles trieraient et ne mangeraient pas à leur faim. Donc ça, c'est une des premières pistes. La gestion, moi je reviens sur la gestion en eau, parce qu'effectivement, c'est un souci de plus. On a évoqué dans les derniers mois la possibilité de faire des réserves en eau. C'est quelque chose qui peut être envisagé si on avait l'autorisation, non pas de méga-bassines, mais en tout cas de pouvoir stocker un peu plus. Sur un PNR, ça peut être une piste proposée par vous-même. Si vous voulez, la question de la ressource en eau par rapport à cette activité d'élevage, elle est directement liée aussi à la ressource en herbe, je reviens à ça. Et aujourd'hui, l'eau utile pour l'herbe, c'est l'eau des précipitations. Parce qu'on imagine mal un réseau d'irrigation sur l'ensemble du plateau de l'Aubrac. C'est pas tout à fait adapté, on n'a pas une valeur derrière ajoutée suffisante pour pouvoir envisager de tels investissements. C'est pas une question d'impossibilité technique, c'est une question de logique de l'élevage. L'élevage, il s'est bâti sur, en fait, surtout sur notre territoire, sur le pastoralisme, c'est-à-dire l'exploitation de végétation spontanée qui, par défaut,
apporte une plus-value importante à l'éleveur, puisqu'il n'y a pas d'investissement au départ à apporter, et on tire le meilleur parti, on va dire, des végétations naturelles. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dans le petit sujet, il y avait une petite intervention du chargé de mission agroécologique du parc. Hugolin, qui commence à être connu là. Ouais. Et donc, en fait, le sujet, c'est effectivement de déceler parmi les végétations qui sont aujourd'hui valorisées par les activités d'élevage, celles qui pourraient être, parce qu'il n'y a pas une herbe, hein, il y a des tas de prairies avec des profils très différents en fonction de leur composition, en fonction des amendements, de la fertilisation qui est apportée dessus, de leur étage d'altitude. Donc le focus il a été vite, alors par les observations du parc, hein, mis sur les prairies permanentes qui, elles, ont des atouts indéniables et constatés, mesurés aujourd'hui face à l'aléa climatique. Alors on a une grande diversité d'espèces végétales dans ces prairies permanentes, dans ces prairies naturelles. Et ces espèces-là, elles sont plus résilientes aux changements et aux aléas climatiques. Et ça, c'est assez fondamental parce que même si ces prairies-là n'apportent pas forcément, en termes de nutrition, la matière suffisante à un élevage et toutes les exigences de l'élevage, elles sont quand même une sorte de refuge par rapport à ces à-coups-là. Et en plus, elles apportent sur certaines filières des atouts en termes de qualité de produits de production agricole. Je pense en particulier à la production laitière. Qui, elle, effectivement, est très très liée à la composition floristique de ces prairies. Alors on dit floristique parce que ces prairies naturelles sont très très riches en plantes, à fleurs, voilà, et c'est ça qui, effectivement, apporte une grande diversité. Et pour conserver cette biodiversité, il faut qu'elle soit pâturée. On est bien d'accord là-dessus. On laisse pas la nature faire toute seule et refermer le paysage avec des plantes envahissantes qui font partir cette biodiversité, qui étouffent cette biodiversité. Alors effectivement, il faut repréciser, et on le fait à chaque fois, un point fondamental. C'est que sans activité d'élevage, on n'a pas de prairies sur le Brac. La biodiversité, c'est une nature entretenue. Ça n'existe pas, les prairies, on va dire, naturelles sur le Brac. Naturellement, sur le Brac, on a de la forêt. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on observe aujourd'hui, les prairies qu'on observe, c'est le fruit d'une activité d'élevage pluriséculaire avec des animaux qui sont venus régulièrement, avec cette pratique de transhumance qui est venue exploiter des ressources en herbe en altitude. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est cette raison-là qui, en fait, nous donne des aménités intéressantes en termes de biodiversité, de richesse floristique, faunistique, et avec tout un écosystème, en fait, qui est complètement lié, et vous avez raison de le souligner, à l'activité c'est volontairement, d'élevage j'insiste. Telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un élevage, on va dire, standard, mainstream, on est sur un élevage très particulier, typique, qui s'appuie sur les ressources du territoire encore possibles. Tout à fait. On pourrait élargir aussi aux prairies que l'agriculteur doit implanter, et on voit une évolution majeure, c'est dans le choix des espèces et des diversités et de l'adéquation entre les graminées, les légumineuses. Donc les prairies ou les monocultures ne sont plus du tout d'actualité, et on a aussi au sein de nos fermes l'intérêt à faire des associations de prairies, donc multi-espèces, répondant à ces enjeux. Donc ces enjeux de capacité, certaines espèces sont plus à même de faire du stock sur pied, d'autres de faire des productions précoces, d'autres de repartir plus tard en saison malgré le froid. Et donc c'est ces petits réglages qui vont permettre aussi au sein de nos fermes d'adapter les ressources fourragères. Et donc, de fait, d'adapter la race à valoriser ces ressources. Et il est très important de bien souligner qu'un milieu ouvert, un milieu de prairie, ça passe par le pastoralisme. L'Aubrac est un exemple flagrant puisqu'il a été défriché il y a bientôt un millénaire, pas tout à fait, pour permettre l'activité de pastoralisme. Et donc la résultante, c'est ce qu'on a aujourd'hui, et notre race en est le moteur et le garant. Voilà. Donc ça, on peut le réécrire au niveau de nos fermes, et je pense que tous les agriculteurs l'ont compris dans l'élevage, qu'ils soient laitants ou même laitiers, avec une valorisation des produits et des filières.
Cet aspect-là, il rejoint en fait les deux autres thèmes de notre rendu du travail des jeunes, l'économie et le lien social, ce contrat moral de l'agriculture avec les habitants de ces territoires, les acteurs de ces territoires. Donc je pense qu'on y reviendra. Dans les techniques qui ont été proposées par les jeunes, il y a des choses qui vous ont surprise, je pense notamment à comment s'appelle le bell raising. Oui, voilà, raising, c'est le fait de dérouler du foin. Alors ça, c'est des pratiques qui existent dans d'autres secteurs français d'élevage, qui n'avait pas encore tellement cours ici, mais on commence à y venir. On sait que ça permet non seulement de complémenter les vaches si l'herbe est un peu rase et pas assez florissante, mais en plus, ça permet de réensemencer les sols avec parfois d'autres variétés, puisqu'on ne va pas amener le foin de cette parcelle, on va prendre ailleurs. Vous l'avez vu ça sur le parc ? Monsieur le directeur. Je vais passer pour répondre à cette question, mais effectivement, ce qui me frappe dans cette technique, c'est qu'elle est très inspirée d'autres techniques de couvert végétal qui étaient jusqu'à présent utilisées pour autre chose que de l'élevage, pour d'autres formes d'agriculture. Et là, c'est une transposition de pratiques agroécologiques sur l'élevage, avec un intérêt qui a été constaté par les étudiants sur effectivement la ressource en herbe. La ressource en herbe pour la conserver, pour la protéger peut-être de certains aléas, mais aussi pour l'enrichir. Donc c'est un travail d'enrichissement de la ressource via la couverture du sol. Donc le compartiment sol, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé de l'herbe, on a parlé de l'eau, le support c'est le sol, effectivement. Si le sol est mis à mal aussi par une agression au changement climatique, et on le voit, une pullulation de campagnols, des sécheresses, etc., les sols se dégradent. Ce type de couverts sont, à mon avis, des techniques très prometteuses. Encore faut-il regarder comment, techniquement, et ça c'est le travail des organismes techniques agricoles, comment les choses peuvent se diffuser, peuvent se massifier, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, mais en tout cas c'est effectivement quelque chose d'assez inspirant. En termes de réensemencement de graines, effectivement, si ce sont des matières qui sont fauchées sur place, qui sont effectivement déposées sur place, on comprend la logique, on voit qu'il y a une évolution de la composition, et on a pu, nous, travailler au parc avec justement des lycées agricoles sur des opérations de brossage et de récupération de graines locales. Et on s'aperçoit dans la composition qu'il y a une évolution. Et c'est très intéressant d'utiliser ces stocks, ces espèces de grainothèques, pour pouvoir intervenir sur des parcelles qui sont très dégradées, qui ont été agressées. Et on a des résultats très probants en termes de reprise et de ces semis, quoi. Pour rebondir à ce que vous venez de dire, en fait, vous avez employé le terme de grainothèque. Nous, dans nos fermes, on a des fénadous. C'est l'endroit où on fait tomber le foin, mais c'est tout à propos. Et voilà, les fonds de grange, et qui étaient utilisés pour le réensemencement des prairies, puisqu'à l'époque on achetait très peu de graines, voire pas de graines. Et donc on ramassait les graines présentant le fénadou qu'on allait mettre dans les endroits détériorés par le piétinement, par les aléas climatiques, par les campagnols. Donc ces systèmes existent depuis très longtemps, et c'est bien de les remettre au goût du jour. Et je voulais insister aussi au fait qu'il n'y aurait sûrement pas une seule technique, ça en est une parmi d'autres, qui ne sera peut-être pas adaptable dans toutes les conditions et tous les milieux, mais c'est la prise de conscience du sol et de sa capacité à le faire vivre, le devoir qu'on a de le faire vivre pour permettre une ressource fourragère d'être présente dessus. Et donc il y a beaucoup de techniques à mettre en œuvre. C'en est une parmi d'autres. Et il y a aussi bien sûr un axe sur la fertilisation, voilà, qui peut parfois être très dégradante pour la vie de nos sols. Alors, la solution, c'est quoi? C'est plus de communication, plus de pratiques pour essayer de ramener ça au goût du jour, même si c'est des pratiques anciennes. Au fur et à mesure des générations, on voit qu'on prend d'autres habitudes, et que ces habitudes, une fois qu'elles sont implantées, on a du mal à les dégager. Dérouler les balles de foin à cette époque, parce que l'herbe n'a pas encore repoussé, parce qu'il faut un peu de sec avec la fraîcheur et l'humidité, c'est plus... je ne veux pas dire c'est pas, mais c'est plus dans les pratiques. Et comment on fait pour ramener ça au goût du jour?
Ben là, je pense qu'il faut faire confiance à notre jeunesse, ça a été dit, au conseil pédagogique, à l'évolution de ce conseil, qui s'adapte maintenant à des pratiques, qui a une ouverture, on va dire, un peu plus large, et qui va permettre à nos jeunes, on le disait, d'être innovants. Et innovant, c'est pas que par la technologie, c'est avoir du bon sens, de remettre des choses simples et efficaces et adapté à nos fermes. Voilà. Le territoire, il est très varié, donc on ne peut pas proposer une seule et unique solution. C'est la conjonction de plusieurs pratiques, plusieurs méthodes, plusieurs solutions, mais toujours en lien avec le bon sens. Et voilà. Le bon sens. Bon sens paysan. Le fameux bon sens paysan. Je reviens sur la journée de mardi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au micro, mais qu'on a dit avec les jeunes, qu'on a échangé avec les jeunes à la fin du débat, c'est la différence générationnelle. On a été éduqués, j'allais dire élevés, mais non, éduqués avec un système beaucoup plus fermé. On a des pratiques qui nous ont été inculquées par une éducation à l'époque qui se tenait à des pratiques et on n'avait pas trop l'occasion de dévoyer le chemin. C'est plus facile peut-être pour eux maintenant puisque le système éducatif a quand même beaucoup évolué, mais c'est tout le monde l'a dit, tout le monde l'a redit à ces jeunes. Nous, on n'a pas la même vision parce qu'on n'a pas du tout été éduqués comme vous l'êtes maintenant. C'est vrai, mais donc on fonde tous un grand espoir dans l'ouverture d'esprit générale. Donc ça commence par le système éducatif, mais la création du PNR et la vision des précurseurs qui l'ont imaginé mettent bien en avant le fait que sur notre zone Aubrac, on a toujours été visionnaire, alors sûrement du fait de la rudesse du territoire et de cet étroit lien entre le territoire, la race et son environnement. Et donc le PNR, au travers de l'exposé qui vient d'être fait, montre bien qu'il y a une prise de conscience et des pistes d'études et de réponses qui sont amenées et adaptées aux évolutions que l'on imagine. Donc moi il faut faire confiance à la jeunesse, apporter un message positif et dire que quand même en termes d'environnement, la race et notre milieu exceptionnel sont garants d'un avenir pour l'élevage. C'est presque la conclusion de ce volet agro-environnemental. Donc passons peut-être maintenant à la partie économie, l'évolution de la consommation de viande. Et les perspectives à l'horizon 2050, ça c'est un sujet qui préoccupe énormément. On l'a revu dans les slides proposés par les jeunes, comment ça allait évoluer, comment on voit le cheptel français diminuer, donc les importations augmenter, puisque la consommation de viande, en fait, elle reste grosso modo la même s'il y a quelques baisses et quelques redistributions, moins de viande rouge, un peu plus de viande blanche. Il y a des réajustements en fonction des populations aussi, population qui va consommer plus d'ovins, par exemple, par rapport au bœuf, etc., etc. Donc l'économie, comme pour la météo, évolue hyper rapidement. Je crois que c'est toute la société sur tous les sujets qui évolue un peu trop vite en ce moment. Mais bon, on ne peut pas y faire grand-chose, je crois. Les intervenants sur ce volet économique, on peut peut-être vous présenter avant d'entrer dans le sujet. Nous avons Céline Battu, monsieur le directeur du PNR sera lui aussi bien sûr à la manœuvre, à la commande. Séverine Dijol-Valinck, la directrice tourisme en Aubrac, et Maxime Delrieux, éleveur Aubrac et administrateur, vous l'avez vu dans le film tout à l'heure. Qui veut attaquer sur ce volet économique ? Alors, je vais me présenter avant de commencer. Donc, Francis Gibert, je suis vice-président au département en charge de l'agriculture. J'ai l'avantage d'être maire aussi d'une petite commune rurale à Ardennes-Randon sur la Margeride et surtout d'être aujourd'hui éleveur Aubrac. Et donc quand on parle de l'Aubrac, quand on parle de l'élevage, je connais un peu, je suis toujours éleveur Aubrac, je suis en GAEC
mon épouse et mon fils. Donc c'est toujours un plaisir de venir là. Je voulais revenir sur 2 points, si vous voulez bien. Tout à l'heure, on parlait de la ressource en eau. On parlait de la ressource en eau, et quand on parle de la ressource en eau, on parle souvent de l'irrigation. Aujourd'hui, sur nos secteurs, il faut parler du bien-être animal et il faut parler de l'abreuvement des animaux. Avec le département, on va cofinancer, département et région et FEADER, un gros projet d'abreuvement des animaux sur la communauté commune Goulet-Mont-Lozère. Je pense que ça va être, c'est une première pour des projets comme ça. Ça concerne une vingtaine d'éleveurs, je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Et c'est un projet aujourd'hui qui est estimé à 400 000 euros, 450 000 euros, et qui est porté par une structure. Et je pense que c'est un projet qui va se reproduire, parce que l'abreuvement des animaux, c'est extrêmement important. On parlait du fourrage et de l'alimentation, et on sait très bien dans nos élevages que les animaux, par moment, ont un peu moins à manger. Par contre, l'eau, c'est indispensable. Et il leur faut de l'eau de qualité, il leur faut de l'eau tous les jours, et c'est absolument indispensable. Donc ce projet sur le Goulet-Mont-Lozère, je pense qu'il pourra se reproduire ailleurs, et je pense qu'il faudra travailler dessus, parce qu'on est dans des terres d'élevage, et l'abreuvement des animaux est extrêmement important. Vous auriez dû nous interrompre tout à l'heure pour venir là-dessus. C'était un peu à ça que je pensais en parlant du stockage de l'eau. Effectivement, le pouvoir accordéon de l'Aubrac lui permet de gérer la partie solide, mais l'abreuvement, il n'y a pas de pouvoir accordéon sur le besoin d'eau. Ça, c'est très clair. Je voulais dire aussi que j'ai suivi avec attention le déroulé là, et le travail qu'ont fait les jeunes. Et je n'en doutais pas, mais j'en doute encore plus. Je sais que les jeunes vont s'adapter. Aujourd'hui, quand on voit la vision qu'ils ont, on sait qu'ils bossent, on sait qu'ils vont s'adapter. Nous, on a réussi à s'adapter et eux vont le faire encore mieux. Donc, je ne me fais pas du souci pour ça. Il y aura du travail, certes, mais ils vont s'adapter. Et sur le modèle économique, on a la chance en Lozère d'avoir cette viande de qualité qu'est l'Aubrac. Et au niveau du département, on a une cuisine centrale qui fonctionne très bien sur le secteur demande, qui fournit l'hôpital, qui fournit les lycées, qui fournit certains collèges et les EHPAD aussi. Et au printemps, on a eu l'occasion, avec le président Laurent Ciot, d'aller sur le concours à Langogne, sur le concours des bêtes grasses sur Langogne. Et on a acheté, à ce moment-là, 3 vaches sur ce concours. Ces 3 vaches, elles sont parties à l'abattoir de Marvejols. Elles ont été découpées à l'atelier de découpe et elles ont été cuisinées par la cuisine centrale et distribuées dans les collèges, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Et là, quand on parle du circuit court, là, on le touche du doigt et on y est vraiment. C'est une première. Il faut continuer à développer ces circuits courts. On n'en fera certainement pas assez, mais il faut continuer. C'est là. Et les éleveurs ont ressenti, puisque c'était des éleveurs du secteur, ont ressenti, mais alors vraiment, ils sont allés jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la maison de retraite, pour dire, ben oui, c'est la viande, c'est nous qu'on a élevé cette bête, et c'est là qu'on touche du doigt, et c'est là qu'on parle du circuit court, et qu'on valorise nos produits au mieux. Non mais là vous nous décrivez un cercle vertueux. On a vraiment l'impression, si on sort un peu du territoire et qu'on est sur le territoire national, que ce cercle vertueux avec les pouvoirs publics, il a un peu de mal à se mettre en place. Les circuits courts se développent, ça, il n'y a pas de problème. Quand on parle du pouvoir d'adaptabilité de l'agriculture, c'est un des super pouvoirs des agriculteurs, c'est de réagir très vite à une situation qui peut devenir critique. Des fois un peu trop vite, puisqu'on produit trop, et puis on va voir s'effondrer les cours parce que finalement, on a trop produit. Exemple avec le colza au moment du Covid, pendant la période Covid. Mais l'adaptabilité, le circuit court, il en reste des traces après le Covid justement, mais avec les pouvoirs publics, avec les mairies, avec les acteurs proches, on a souvent l'impression que ça a du mal à se mettre en place, souvent pour des problèmes de coûts, peut-être. L'économie, elle est justement là. Alors que finalement, le problème de coût, c'est peut-être un faux problème.
le problème de coût est un faux problème. Depuis qu'on a fait cette opération, on avait fait une première opération avec une vache au braque. Et depuis que ça a fait cette opération, on a eu l'occasion de discuter avec le directeur de l'hôpital. Et le directeur de l'hôpital nous a confirmé que ça coûtait pas plus cher et que lui, il arrivait à tenir les budgets avec ses circuits courts. Alors on a l'avantage, c'est peut-être pour ça en Lozère, on a l'avantage d'avoir un président avec Laurent Suot qui est issu du milieu agricole, qui sort du milieu agricole, et moi-même qui suis éleveur. Donc on est vraiment sur ces pratiques. Si on peut montrer l'exemple, si on peut faire plus, on est prêt à le faire plus et à l'expliquer aux autres départements aussi. Merci de nous avoir éclairé sur cette partie de l'économie et de la consommation. Qui veut reprendre la parole, peut-être en revenant sur d'autres points, d'autres pans de cette partie économique? Si, c'est sûrement, et c'est même tout à fait un lien, il faut souligner, on a la chance d'avoir 2 signes officiels de qualité qui peuvent répondre au circuit court. Bon, ils sont identifiés bien sûr au niveau national, mais il y a une identité marquée, un lien avec le territoire marqué, l'animal, qui permettent à ces signes officiels d'orienter une consommation locale, puisque c'est quand même des références, et donc c'est une première solution. Après, dans l'évolution globale de la consommation de viande, donc il y avait des invités qui n'ont pas pu être présents, bon, c'est pas grave, mais on va essayer un peu de résumer leurs propos. La consommation, le mode de consommation a évolué, donc la part de haché prend de plus en plus une part importante dans la consommation. Ça, c'est générationnel, c'est sociétal, voilà. On ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, sur la qualité du haché, on a tout à faire. Voilà, c'est cela. Donc il faut le prendre en compte, et la meilleure des réponses, nous, c'est dans la garantie de nos produits, la garantie apportée au niveau gustatif, mais pas que. Tu parlais de qualité, d'identité, et même au travers du haché, on a des réponses à apporter par rapport à ça. Donc ces 2 signes officiels de qualité nous permettent d'avoir une visibilité auprès du consommateur et un référencement qui rassure. Voilà. Quelqu'un veut rebondir? Non? Au niveau... Ah si, il me semblait bien que j'avais vu. Bonjour à tous. Voilà, j'avais un peu suivi le sujet sur la consommation de viande avec le lycée. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un sujet délicat. Enfin, la conclusion, c'est que c'est difficile de se projeter sur savoir ce que vont manger les Français en 2050. Ouais. Et donc, voilà, aujourd'hui, la cuisine se végétalise, on le voit bien partout. Donc, après, on fait comme l'Aubrac, on se met à manger de l'herbe. Du coup, voilà, c'était difficile pour eux. Ensuite, on voit que le haché, forcément, c'est la part la plus importante. Il y a une tendance forte, effectivement, sur le haché. C'est ça. Donc après, voilà, nous, en tant qu'éleveurs, il faut continuer à faire des carcasses modérées aussi. On a vu qu'ils correspondaient au boucher. Voilà, avoir des animaux pas trop imposants. Et voilà, après, on espère que... moi, je souhaite que quand même... il faut aussi peut-être recommuniquer sur les bienfaits de la viande rouge au grand public, parce que... on en parle peut-être, on dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais il faudrait peut-être dire manger de la viande, peut-être pas tous les jours, et 2 fois par semaine. La communication en place, voilà. C'est celle des flexitariens, c'est manger de tout un peu de manière raisonnable, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. On n'est pas forcément au goût du jour, tout simplement, malheureusement, voilà. Donc voilà, ça serait bien, même peut-être dans les lycées, qu'une communication soit faite sur tout simplement les bienfaits de la viande. Oui, nos vaches mangent local, vous mangez local aussi. Voilà. Après, c'est bien d'avoir, comme vous avez fait, faire un circuit court. On voit dans les cantines, c'est difficile le soir, quand on nous raconte ce qu'ils ont mangé à midi, des fois, c'est... Ouais. Faut être accroché.
Ouais, l'éducation au goût passe aussi par ce qu'on mange à la cantine, mais il y a des fois, ça marche pas. Ça fonctionne pas. La qualité aussi. Après, je veux juste finir pour moi. Juste dire que, c'est pas du tout en rapport avec la consommation de viande, on peut quand même avoir une vie sociétale tout en étant éleveur ou éleveuse, voilà. Il suffit d'avoir peut-être une exploitation modérée et voilà, faut quand même encourager les jeunes et les filles aussi à s'investir dans le métier. On pourra y revenir. J'ai toujours dit que dans l'agriculture, les filles avaient la première place, mais bon, ça c'est... Et quand vous parlez de filles, je rebondis là-dessus, c'est impressionnant aujourd'hui le nombre de filles qui s'installent, le nombre de jeunes qui s'installent. Quand on a un cabinet vétérinaire sur Langogne, il y a des vétérinaires, des jeunes filles qui arrivent. Le métier de vétérinaire avec des bovins, c'est pas toujours facile. On a des jeunes filles qui arrivent et qui sont vraiment passionnées. Donc, oui, ça va aller dans le bon sens, c'est sûr. Après, tant que j'y suis, mais par rapport à ça, c'est vrai que c'est quand même un métier dur, faut le dire. Ouais. Physiquement, c'est pas facile. Il faut avoir la niaque. Comme tous les métiers, mais bon, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Les femmes, elles l'ont la niaque. Oui, mais bon. Après, on a quand même encore du matériel qui est, c'est pas toujours facile. C'est pas encore adapté à 100% au travail féminin et ça le sera jamais. C'est plus fait. C'est vrai qu'il y a plus de choses pour les hommes que pour les femmes. Oui, tout à fait. On ne remplacera jamais. On ne sera jamais un homme. Oui, mais regardez au fil des siècles dans l'histoire de l'agriculture, à chaque fois que les mecs sont allés se faire casser la figure à la guerre, qui c'est qui tenait la boutique? C'était les femmes. Et elles l'ont tenu sacrément bien, puisque l'économie agricole en France, elle a jamais disparu. C'était vraiment du beau boulot. Tout à fait. Pour revenir aux propos de Céline, alors je vais essayer de faire dans l'ordre. D'abord, c'est important ce qu'elle a dit au début, sur communiquer de façon positive sur les bienfaits d'une viande de qualité identifiée. C'est pas la fréquence, on ne dit pas de manger la viande tous les jours, mais de choisir quel type de viande on mange et pourquoi on le fait. Et ça rentre dans un équilibre nutritionnel, c'est très important. Voilà. On ne va pas polémiquer, mais les médecins ne sont pas tous d'accord, mais quand même il y a une forme de consensus pour la jeunesse, il faut maintenir un apport de viande rouge de qualité et bon, bien géré. Je ne vais pas parler de fréquence. De toute provenance. Exactement. Et donc c'est là où peut-être nous en termes de communication on doit accentuer sur les bienfaits que l'on peut apporter via notre race, son mode d'élevage. Malheureusement c'est pas de la communication qui fait grimper au rideau les médias et tout ça. Là, ce qui les amuse eux, c'est le trash. On est bien d'accord. Mais sur le long terme la communication positive apporte toujours. Voilà, on doit le préparer. Céline l'a dit, c'est dans nos écoles, auprès de la jeunesse, dans l'éducation au goût, l'éducation au bien manger. Voilà, c'est là où peut-être on a encore un effort supplémentaire à faire. Et après, par rapport à l'aspect de la féminisation du métier, je rejoins tout à fait ce que dit Céline. Le métier est dur, mais la capacité d'adaptation des jeunes femmes, comme vient d'être dit, aussi dans le métier de vétérinaire, en fait, on remplace souvent les capacités physiques par une réflexion, une subtilité qui apporte des réponses souvent une autre approche, notamment auprès de l'animal. On voit les jeunes éleveuses qui manipulent les animaux avec une dextérité, une finesse que des fois on n'a pas. Voilà. Donc c'était pour appuyer la féminisation, on en a besoin et c'est magnifique de voir que nos jeunes en fait s'investissent, filles ou garçons, avec passion dans ce métier. Merci Mathieu. Sur la partie évolution de la communication, on avait évoqué dans nos pistes l'image de la race auprès des professionnels, qu'ils soient bouchers, restaurateurs. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. On ne remet pas en question. Il y a
Il y a encore à travailler peut-être pour se rapprocher, pour proposer de nouvelles approches avec ces professionnels. Je pense que les professionnels se sont appropriés voilà, notre image, mettent en valeur... Le chef. Oui, avec le chef, il y en a de nombreux autres sur le territoire Aubrac et ailleurs. Il y a aussi nos partenaires bouchers qui défendent haut et fort et qui portent les valeurs de cette race et de son mode d'élevage. Donc tous ces acteurs contribuent à véhiculer une image positive de la viande au travers de son élevage et de notre race. Ouais, on a évoqué le haché. Il y a tous les restaurateurs maintenant ont à leur carte leur burger maison avec de la viande de qualité. Et les bouchers, moi je dis régulièrement qu'il ne faut pas hésiter quand on va chercher un haché chez son boucher à lui demander, puisqu'on ne peut pas faire autrement que pour faire manger de la viande aux enfants bien souvent, de lui demander de faire un haché dans des morceaux nobles. Ça fait grincer un peu les dents, mais au moins on est sûr de la qualité de ce qu'on mettra dans l'assiette de nos convives. Autre axe économique par rapport à la race Aubrac et son territoire, les bénéfices un peu moins directs que l'élevage amène sur l'Aubrac, c'est le tourisme, les paysages ouverts, on en a bien parlé, mais on peut rentrer un peu dans le détail, l'économie locale, les emplois induits, la vie locale autour. Et grâce à l'élevage, ça c'est un vaste sujet, mais l'Aubrac aussi était précurseur, il me semble, sur ce volet-là. Oui, bonjour. Donc, je suis Séverine Dijol-Valenc, la directrice de l'Office de tourisme en Aubrac, de la communauté de communes Aubrac, Carladès et Viaden, donc pour le secteur aveyronnais de l'Aubrac. Et également, je représente aussi mes collègues des offices de tourisme de la partie aveyronnaise et lozérienne. Donc déjà, merci pour l'invitation, puisqu'il y a une réelle complémentarité agriculture et tourisme sur le plateau de l'Aubrac encore plus. Et nous, on s'attache, en tant que professionnels du tourisme, de mettre en avant aussi la vache, mais on s'en sert aussi comme ambassadrice, comme réel, puisque les touristes viennent sur l'Aubrac pour le plateau. Ils viennent pour les paysages, comme on l'a dit, les paysages ouverts, les grandes étendues. Mais s'il n'y a pas la vache au milieu, il y a quelque chose qui manque à la carte postale. Donc on a véritablement, nous, une image. La promotion, on l'a fait. On utilise la vache, et la vache Aubrac en l'occurrence, qui est très photogénique en plus, vous ne le direz pas le contraire. Et dès qu'on met, nous, sur nos réseaux sociaux, sur notre communication, une vache Aubrac, c'est les publications qui sont les plus aimées. Donc on travaille, on contribue. Moi, je fais attention aussi que ça soit une belle vache Aubrac qui soit représentée sur nos communications, qu'elle ait bien les caractéristiques de la race. Ça, on y fait attention parce que parfois on voit des... Vous faites valider par Cyril toutes les photos, alors, bon, étant aussi fille d'éleveurs, mes sœurs, donc parfois j'ai quand même quelques connaissances, mais j'aime bien avoir aussi... Mais bon, on y fait attention parce que souvent... Vous n'avez pas le sentiment que parfois, du côté des touristes justement et de cet aspect carte postale, ils s'intéressent à l'Aubrac comme une dernière réserve d'Indiens ? Je suis volontairement... Oui. Alors, on y fait attention. On leur explique parce que les touristes qui viennent chez nous, c'est des urbains. Ouais. Donc déjà, la campagne, un chemin de randonnée, quand ils se retrouvent en forêt ou dans les paysages, ils sont complètement perdus. Ils savent se repérer dans le métro, mais dans la campagne, non. Malheureusement. Après, croiser une vache Aubrac, est-ce que c'était une vache? Est-ce que c'était un taureau? C'est encore autre chose. Mais bon, passons là. Et surtout, nous, c'est vrai qu'ils nous demandent aussi, on veut arpenter les plus belles routes du plateau où on verra le plus de vaches possible. C'est souvent ça. Après, ils nous demandent comment ils traient les vaches, comment ça se passe pour le fromage, etc. Il y a un peu un mélange aussi. Donc, on a un devoir aussi d'éducation auprès des touristes pour expliquer comment ça fonctionne. On part de loin, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais après, l'avantage des touristes qui viennent sur l'Aubrac, c'est nos premiers consommateurs. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et comme il faut qu'on travaille sur la communication, sur la bonne consommation de viande. C'est un bon moyen, en fait, tous ces touristes qui viennent sur le plateau de l'Aubrac, parce qu'ils la voient. Donc, on fait aussi attention, image de la viande, image de la vache, en vrai, la belle vache, etc. On y fait attention.
mais on travaille avec nous, Office de tourisme, avec nos réseaux de professionnels sur le territoire, les hébergeurs, les restaurateurs, puisque bon, un gîte à la ferme, une chambre d'hôte à la ferme est plus prisé qu'un autre encore quand même. Il y a la volonté de lien, mais il faut aussi que l'éleveur qui accueille à la ferme veuille bien faire visiter, expliquer son métier. Enfin, chacun a un rôle à jouer. Comme on organise l'été les visites de ferme chez les éleveurs Aubrac, du cantonal, là aussi, voilà, ils sont des fois surpris par les questions. On retrouve aussi des éleveurs d'autres régions qui viennent. Mais après, avec les restaurateurs, on a travaillé, par exemple, pour les fromages. On a travaillé avec Jeune Montagne pour le fromage de l'Aïole et aussi le fromage de Terrandelle. On s'était aperçu aussi dans nos restaurants du territoire, il n'y a pas toujours sur le plateau de fromage les fromages locaux. Et est-ce que c'est pas la même chose des fois à la carte du restaurant? Est-ce qu'ils ont bien affiché c'est de l'Aubrac? Est-ce que ça en est, etc. Et puis comment en parler? Les conseillers de comment la cuire, comment la... parce qu'il y a eu un renouvellement aussi des générations dans les restaurants, il ne faut peut-être pas l'oublier. Et comment ils peuvent mettre en avant. Donc on avait travaillé, nous, à Jeune Montagne pour le fromage sur les plateaux, comment en parler, le présenter, les différents affinages, etc. Peut-être ça peut être aussi une piste pour la viande, puisque voilà, les touristes qui arrivent sur le plateau, ils vont goûter la viande. Quand même, ils ont envie. Nous, on nous demande où est-ce qu'on peut manger un aligot, où est-ce qu'on peut manger de la viande Aubrac. Voilà. Et puis après, quelle boucherie? Les signes officiels de qualité, là je le rejoins, c'est vraiment un marqueur fort. C'est connu au moins, le label rouge, l'IG, etc. Ça parle, donc ça aide. Et puis nous, au niveau tourisme, on a aussi les gros événements du territoire qui permettent de faire connaître. Bon, je pense bien sûr à la transhumance, le festival des bœufs gras de Pâques à l'Aïole. La statue du taureau aussi nous aide aussi beaucoup à l'Aïole pour communiquer sur la race Aubrac, en parler. Et voilà. Vous estimeriez à combien le pourcentage agricole de l'intérêt du touriste? Un touriste lambda, il viendra là pour 80% de goût sur l'agriculture et 20% d'un peu de reste Et comme l'agriculture fait partie du paysage, ils viennent vraiment pour les paysages en premier, sur le plateau de l'Aubrac. Les paysages, ils viennent pour la randonnée, parce qu'ils viennent beaucoup marcher. Donc là, il y a aussi un travail à faire entre agriculture, tourisme, où est-ce qu'on passe, etc. Plus les touristes ont souvent des chiens maintenant aussi, c'est devenu... ils viennent plus avec leurs enfants mais avec leurs chiens. Donc la traversée des pâturages, il faut qu'on leur explique pourquoi, enfin, c'est devenu assez impressionnant. Et il y a vraiment... donc nous, voilà, on est vraiment à l'écoute aussi des agriculteurs pour travailler ensemble, pour comment leur expliquer, où les faire passer, respecter aussi les animaux, parce qu'ils se croient à des moments au zoo. Pas compris, on s'est proche de la vache. Lire les panneaux dans les endroits d'estive, dans les endroits de pâturage. Lire les panneaux. Après, ils lisent plus les gens, mais... Ils tiennent les enfants, mais pas les chiens. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais c'est pas un rôle touristique là que vous êtes en train de nous décrire, hein. C'est carrément un rôle éducatif. Ah, complètement, oui. C'est Comme totalement c'est des urbains éducatif. qui viennent sur un territoire agricole, un territoire d'élevage. Les paysages, ils viennent pour ça, hein. Donc la part est importante. Et après, ils viennent pour la gastronomie quand même sur le plateau de l'Aubrac, pour bien manger. Donc c'est plus facile de les attirer et de leur faire découvrir les produits, la viande, etc. Bonjour à tous, Hervé Boudon, agriculteur sur la commune des Bessons en bovin-viande, vice-président de la Chambre d'agriculture. Je voulais juste rebondir sur ce que disait madame, sur faire le lien entre l'urbain et les agriculteurs. Alors je vais copier Francis, je vais prendre l'exemple qu'on a notamment sur le Nord-Lozère avec les offices de tourisme, où on crée un partenariat entre les offices de tourisme et les JA pour faire des goûters à la ferme tout au long de l'été. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés d'accueillir des gens chez nous, dans nos exploitations, des gens urbains, des vacanciers, qui ne connaissent pas du tout le monde agricole. Et on en a fait 16 cet été, ça fait 8 ans qu'on le fait, on n'a jamais eu un seul problème. Les critiques des réseaux sociaux sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Il faut bien se le dire. Les gens qu'on a en face de nous veulent des fois comprendre, posent des questions, mais ont envie d'apprendre et partent toujours avec une bonne image. Quand on est chez un éleveur transformateur, ils partent avec du produit. Voilà, c'est du gagnant-gagnant, mais montrer ce qu'on fait. Et je crois qu'avec les offices de tourisme, on peut vraiment travailler dans ce sens-là, parce qu'ils ont un réseau, ils ont des salariés aussi qui permettent d'organiser les choses. Montrer ce qu'on fait, ça peut être que bénéfique pour notre métier, et forcément pour la race Aubrac qui est dominante chez nous.
Non mais les réseaux sociaux, faut les laisser pour ce qu'ils sont. C'est beaucoup de diseux, comme disait mon grand-père, et pas beaucoup de faiseux. Donc faut rester les pieds dans le sol, les pieds au sol, et ce rôle éducatif là, il correspond quand même assez bien au rendu de certains sondages qui montrent que, de manière générale, si on pose une question sur l'agriculture aux Français, ils vont être assez négatifs dans leurs réponses. Et si on leur pose la même question en liaison avec un agriculteur qu'ils ont rencontré ou avec l'agriculteur qui habite à côté de chez eux, ils ont totalement confiance à 97%, ce qui est complètement dingue. On est sur la même question à deux réponses hyper différentes. Donc, allons chercher les gens par la main, mais au départ, si on réfléchit bien, c'est pas du tout notre travail. C'est pas le rôle de l'agriculteur, c'est le rôle de la personne qui est intégrée dans son territoire et qui a envie de le faire vivre. Mais c'est le rôle de tout le monde, du coup. Oui. Par rapport à ce que je viens de dire, et pour rebondir à ce que vient de dire Séverine, je pense quand même que ça fait partie d'une évolution générale. Tu parlais d'une évolution de la société. Peut-être notre métier d'éleveur, il faut aussi comprendre qu'il est amené à évoluer au gré de l'évolution de son environnement. Hein. C'est un peu lié au commun ce que je dis, mais c'est quand même la réalité. Et donc le besoin pour l'agriculteur de faire comprendre et d'expliquer son métier quand on accueille des gens qui traversent nos fermes, nos estives. Alors c'est pas peut-être, tu parlais de rôle éducatif, je sais pas, mais au moins d'expliquer les choses. Et ça, peut-être la profession ne l'a pas encore complètement intégré. Je pense au contraire que ça fait partie des évolutions à apporter pour éviter des jugements préconçus sur nos métiers. Donc d'être capable d'expliquer, d'accueillir et de dire non, là le chien on ne le laisse pas en liberté, vous mettez votre vie en danger, vous allez expliquer les risques, expliquer pourquoi. Donc ça paraît contraignant, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Et après, ça permettra une communication plus fluide entre deux mondes qui ne se comprennent pas. Et nous, on est souvent jugés par beaucoup, mais on a aussi notre part de communication positive à apporter, qui est une forme de réponse. Je crois que vous vouliez prendre la parole. Oui, je suis bien d'accord sur ce dernier aspect, communication positive d'une part, sensibilisation de l'autre. D'ailleurs, le parc dispose d'outils qu'il essaie de promouvoir grâce aux offices de tourisme à destination de ce public touristique, sur les bons gestes, les bonnes pratiques en estive, avec son chien, etc., avec un petit tiré de visuel. Les petits autocollants, vous les avez les voir. Je les ai tous sur ma voiture. Voilà, c'est une modeste contribution, mais ça passe par là aussi. Mais je voulais revenir sur vos propos de tout à l'heure, quand vous avez parlé, monsieur, de perception par nos excursionnistes, nos touristes, d'une réserve d'Indiens. Vous avez parlé... Oui, volontairement. Un parc, une réserve d'Indiens, ça me parle, vous voyez, c'est souvent lié. Moi, je voulais revenir à ce propos-là, sur une mission que le ministère de l'Agriculture a dépêchée sur le territoire il y a maintenant 2 ans, je crois, sur justement les aménités positives qu'apporte l'élevage dans certains territoires, et c'est pas pour rien que le ministère est venu sur l'Aubrac. Voilà. Et ce qu'ils ont vu sur l'Aubrac, c'est pas une réserve d'Indiens, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'ils ont vu, c'est d'abord une vie locale qui est essentiellement liée à l'activité agricole. Et c'est d'autant plus vrai qu'on se rapproche du plateau de l'Aubrac, qu'on monte en altitude, et c'est d'autant plus vrai quand on vient à des périodes qui sont des périodes creuses touristiques. La population permanente dans ces zones-là, c'est des familles d'éleveurs. S'il y a des services autour, des écoles, des commerces, c'est évidemment cette activité d'élevage qui soutient tout ça, en fait. Ça, c'est encore la réalité d'aujourd'hui, donc on est très très loin de cette image-là. Et ce que le ministère aussi a pu voir, et alors ils sont venus à la rencontre de l'OS Aubrac, des filières de qualité, des chambres d'agriculture, de tout le travail qu'il y avait autour de cette activité d'élevage. Ce qu'ils ont pu voir, c'est que d'abord c'était une activité qui avait beau être, on va dire, héritière d'un patrimoine historique, mais c'était une activité qui était très dynamique, tournée vers l'avenir, et c'est une activité qui a apporté d'autres aménités, effectivement, que tout simplement la plus-value, la valeur économique, qui est encore d'ailleurs la première du territoire, liée à l'élevage. Donc l'entretien des paysages, support du tourisme, la biodiversité, on ne revient pas dessus, on en a parlé, et puis effectivement derrière, tous les messages positifs qu'on voit, qu'on peut partager quand les touristes viennent voir cette activité extensive, proche de la nature, proche des animaux, et proche effectivement
de l'homme aussi, quoi. Voilà. Je suis bien content de voir que ma réserve d'Indiens a fait mouche. C'est un petit mot par rapport à la réserve d'Indiens. Effectivement, comme vous venez de le dire, en 1960, le CNRS lançait une vaste étude ethnologique pour faire une photographie, pour dire que les choses évoluent. Où là, effectivement, on était peut-être perçu comme une zone et une race qui était vouée à disparaître. Et je le souligne aujourd'hui, je pense que c'est important, ce groupe d'éleveurs confiants dans la race, dans son territoire, porteurs d'innovation, d'innovation, on est dans les années 60, qui ont défendu bec et ongle cette race. Et on arrive aujourd'hui à un retour en arrière, vous venez de le dire, où l'État ne perçoit pas du tout ça comme une réserve, mais comme un exemple de dynamisme et d'innovation dans un territoire très particulier, avec une race très particulière, puisque en 50 ans, elle a complètement inversé et repris son avenir, puisqu'elle était condamnée à disparaître, et puis maintenant, au contraire, elle est dans un essor formidable. Donc je pense que c'est important de le souligner, ça aussi, c'est que une motivation, un cadre défini permettent de changer beaucoup de choses. Une étude similaire avait été faite il y a quelques années aussi sur le plateau de Millevaches et arrivait aux mêmes conclusions. Croyez bien que je suis très très loin de penser que c'est une réserve d'Indiens. Ce qui génère souvent ça, c'est les médias aussi, qui, pour montrer la belle image dont vous parliez tout à l'heure, cette image de carte postale, va jusqu'à employer le mot désert français en parlant de l'Aubrac. Alors, faut faire gaffe quand on emploie des mots comme cela. Désert pour une certaine ressemblance avec des paysages réellement désertiques de la planète, mais pas du tout le désert économique, social et humain que le mot suggère assez facilement chez les gens. Autre chose à rajouter peut-être, Maxime? Je vois que tu as pris le micro. Là, ça va mieux. Maxime Delrieux, donc éleveur, membre du conseil d'administration. Juste pour rebondir sur ce que dit Mathieu, l'attractivité, c'est facile à donner sur notre territoire puisque la race est rattachée à un territoire. Ce mot Aubrac, c'est porteur. Et il faut se servir, je pense, de ça en priorité pour se mettre en avant, quoi. Après, bien sûr que si demain il n'y a plus de vaches, il n'y aura plus de touristes. Le paysage sera bouché, donc on a la carte à jouer. Ça c'est vrai, c'est la pratique du pastoralisme, l'estive, ça permet aux randonneurs de marcher sur des chemins randonnés qui ont été déblayés, ça permet aux skieurs de faire du ski là où il y a besoin, de préparer, et pas avec des machines, c'est une évidence, mais ça va encore mieux en le disant, comme dirait Cyril. C'est ça. Et il y a aussi un point, je pense qu'il faut dire, le tissu d'agriculteur, enfin le monde agricole, à travers ça, il y a plein d'emplois induits, quoi. Et je crois que c'est quand même, dans notre milieu, c'est la majorité, donc il faut continuer à se développer et aller dans le même sens, quoi. Mais là, tu fais presque la transition avec le volet social, en fait, hein, les emplois induits. Oui, c'est ça, on y arrive. On y arrive. On va y glisser, d'ailleurs. Mais c'est vrai, dans nos territoires, Maxime le souligne, beaucoup d'artisans, d'économies là, directes, dépendent de la présence des agriculteurs. Donc, c'est aussi ce moteur, et là, on arrive au sujet, au dernier sujet, sur l'impact social que ce métier peut avoir. Ben oui, si on a des écoles, si on a des services publics, s'il y a des gens qui habitent là autour et qui font vivre le territoire, comme vous le disiez, en dehors des pics touristiques là aussi on vit du tourisme, mais on vit aussi le reste de l'année, et l'élevage, l'activité agricole est un énorme moteur. Peut-être que le Crédit Agricole, justement, hein, quand on parle de moteur économique, peut donner sa position. Oui, bonjour à tous. Alors, Marie Rua, donc moi je suis la présidente du département, donc je pense qu'il faut quand même qu'on explique un peu le fonctionnement du Crédit Agricole aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le Crédit Agricole, c'est deux réseaux. C'est un réseau de collaborateurs, de professionnels, mais c'est aussi un réseau d'élus. Aujourd'hui, nous avons des élus sur notre territoire qui sont choisis aussi pour une représentativité du territoire. Donc, nous avons des conseils d'administration
qui sont au niveau local, mais aussi au niveau départemental et régional. Donc ces élus ne sont pas choisis par hasard aussi. Il faut avoir une représentativité du territoire, il faut aussi une parité, hommes-femmes, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de dames qui s'investissent, qui ont envie de faire partie de certaines instances, et ça c'est très bien. Donc voilà, aujourd'hui, ces élus, ils ne sont pas là par hasard aussi. Il faut savoir que les professionnels, c'est une chose, mais les élus aussi font partie aussi de la décision. Nous sommes aussi consultés pour donner notre avis sur des projets, sur des investissements. Et donc le fait que les élus soient des acteurs de la vie de tous les jours, des agriculteurs, des artisans, ça a un poids dans la balance. Et il y a un fort effort qui a été fait là aussi sur les choix justement des élus, parce que au tout début, au niveau local, c'était des agriculteurs. Parce que l'origine du Crédit Agricole, il ne faut pas oublier, ce sont des agriculteurs qui ont créé cette banque de proximité. Voilà. Et aujourd'hui, le Crédit Agricole n'accompagne pas que l'agriculture, il accompagne tous les domaines, des pros, des particuliers, des entreprises, des collectivités. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une représentativité aussi qui fasse référence à tout cela, quoi. Voilà. Vous avez suivi l'évolution de l'activité sur le secteur comme c'est ça. Comme tout et le monde. Aujourd'hui, il est vrai que le Crédit Agricole est un gros financeur du territoire, mais la race Aubrac, aujourd'hui, quand on accompagne des jeunes agriculteurs dans une reprise d'exploitation, c'est toujours plus facile, je pense, au niveau de la race Aubrac, parce que on a vu tout à l'heure tous les atouts de la race, on sait l'enjeu économique aussi, mais on sait aussi que c'est une production qui est très bien gérée, qui est très bien supervisée par nos éleveurs. En fait, il y a un gros travail qui a été fait quand même. L'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut qu'une installation soit énormément travaillée en amont. Il faut qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait en amont entre les transmissions entre les cédants, mais aussi... en fait, pour le financier, c'est la dernière étape, on va dire. Si le travail est très bien fait en amont, en fait, le financier est là après lui pour mettre en place ce qu'il faut suivant le projet. C'est la dernière étape, mais quand on écoute un peu les jeunes dans leur perception de l'avenir, ils se rendent compte que, justement, sur ce volet financier, ils n'ont pas tellement de visibilité. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que cette dernière étape, elle intervienne un peu plus tôt, que ce ne soit pas la dernière, qui est une aide à un plan financier qui les rassure, ou en tout cas qui ne les freine pas? Tout à l'heure, on parle environnement, on parle aléas climatiques et tout. Aujourd'hui, il faut savoir que le financier aussi fait un énorme travail et essaye de s'adapter, de mettre les moyens nécessaires pour répondre à tout ça. Aujourd'hui, le financier intervient aussi dans les lycées quand même, pour faire une approche, pour expliquer, pour parler budget. Ils sont demandeurs, on a bien vu qu'ils étaient demandeurs. Voilà. Et aussi, on intervient aussi dans le parcours d'installation au travers à côté de d'autres instances. Je pense à la Chambre d'agriculture, les SAFER. Enfin, je veux dire, on est très présent au travers de nos élus au niveau de différentes instances. Vous avez des chiffres, une estimation de la situation par rapport aux installations? Aujourd'hui, en Lozère, c'est 50 à 60 installations de jeunes agriculteurs quand même. Ouais. Et c'est 2/3 d'installations en bovin-viande et en race Aubrac. C'est très très important. Justement, Chambre d'agriculture maintenant. Je vais compléter ce que fait très bien Marie-Hélène. On se connaît bien, on est de la même commune, donc on se connaît parfaitement. L'installation, c'est un peu un paradoxe en Lozère. C'est-à-dire qu'on vient de perdre 100 000 fermes en 10 ans en France, et ça fait plus de 10 ans qu'on installe du 1 pour 1 en Lozère. Il y a un autre chiffre qui peut venir compléter ça, c'est que le maillage des lycées agricoles sur le grand massif central, il est plus que satisfaisant. On a, en nombre d'élèves, pour ceux qui vont arriver sur le marché du travail, 1 pour 1 partant, enfin un cédant et un jeune à installer. Donc ça explique aussi la bonne réussite de l'installation. Oui, vous avez raison, et je crois que le travaux et l'engagement des lycées sur vos travaux montrent aussi l'engouement des jeunes qu'on a dans nos régions, et il faut vraiment s'en féliciter, mais il ne faut pas le prendre pour acquis.
On a devant nous le renouvellement de génération avec plus de 50% des exploitants agricoles qui seront en âge de prendre la retraite dans les 10 ans. Donc il va y avoir un gros effort à faire. Les boomers. On entend depuis quelques temps ce mot de déficit agricole, où ça y est, depuis 40 ans c'était du jamais vu, mais on ne produit plus assez pour se nourrir nous-mêmes. Donc ça fait tilt à nos politiques, il est temps, enfin, il y a longtemps qu'on le dit, mais il est temps que ça leur fasse tilt. Et chez nous, dans nos régions, à part faire de l'élevage, faire naisseur, on ne fera pas grand-chose. Ce matin, vous l'avez vu, il fait frisquette, il a gelé, mais gelé fin septembre à Peyran-Aubrac, il y a rien de surprenant. Enfin, c'est normal. Et avoir 25 degrés d'écart dans la journée, il n'y a rien de surprenant non plus à cette saison. Je reviens sur l'installation. Donc oui, 50 à 60 installations aidées en Lozère par an. 90 en 2022 et 2023 où on a battu 2 années le record d'installation. C'est une vraie dynamique. Et je reviens sur ce que disait Marie-Hélène sur l'accompagnement ou sur plutôt vivre son projet. Je le mettrai plutôt comme ça. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un jeune qui arrive et qui dit à la Chambre d'agriculture, au PAI, à n'importe quelle instance, je veux m'installer, faites mon dossier, je reviens dans 3 mois. C'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Il faut déjà plus de 3 mois pour s'installer. Il faut 10 ou 12 mois. Et il faut surtout que le jeune qui s'installe, ou la personne qui s'installe, jeune ou pas d'ailleurs, mais vive son projet et connaisse son projet. On doit former, et on forme dans nos lycées agricoles des chefs d'exploitation mûrs, prêts à s'installer. On a eu après le Covid une baisse de niveau de nos installés. C'est-à-dire qu'on était... on tendait vers du bac plus 2 et juste post-Covid, les quelques années après, on est reparti sur du BPREA, bac pro. On reprend de nouveau la hausse actuellement, mais je crois que le niveau qui est donné et l'ouverture d'esprit qui est donnée à ceux qui nous installent est absolument nécessaire. Et puis je vais un peu plus loin. On a besoin de jeunes pour s'installer, on a besoin d'agriculteurs, de paysans, de chefs d'exploitation, mais on a aussi besoin de techniciens. On a aussi besoin de vétérinaires, on a aussi besoin d'agronomes, on a aussi besoin de personnel dans les chambres d'agriculture pour accompagner. Enfin, le tissu du monde agricole est vaste et il faut former tous ces jeunes-là. Il faut former des jeunes. Je crois qu'à l'OS Aubrac, vous avez aussi besoin de vos techniciens, etc. Et avoir des techniciens compétents qui ont été formés. J'ai envie de dire, quand il y a un peu de concurrence, on tire la compétence. Quand on embauche, le seul CV qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Ça peut être un très bon recrutement, mais c'est le seul. Ouais, avec un manque de cohérence. Et Marie-Hélène l'a dit, donc 2/3 des installations en Lozère ont une activité bovin-viande. Oui. L'Aubrac en prend une très très grande majorité. J'ai pas les chiffres comparé au Charolais ou au Limousin qu'on a un peu dans le département, mais si je dis 80 ou 90%, je dois pas beaucoup me tromper. Voilà un petit peu sur l'installation, sur ce qu'on peut dire. Donc je l'ai dit, le taux de renouvellement en Lozère est bon. L'INSEE l'a calculé entre 2019 et 2021, on était à 101%. Donc on gagnait des chefs d'exploitation. Alors on n'a pas les derniers chiffres, mais a priori, vu les records d'installation 2022, 2023, 2024 qui s'est maintenu, parce qu'on a eu peur quand même d'avoir une érosion après 2 années exceptionnelles, mais on s'est maintenu à 55, je crois, installations aidées. Bon, on est sur un bon rythme, mais ce qui nous inquiète, c'est l'à côté quand même. C'est l'accompagnement à côté, de pouvoir accompagner ces éleveurs. Tout à l'heure, ça a été dit par les jeunes, le besoin de formation. Ça a été soulevé, le besoin de formation avant l'installation, mais je crois le besoin de formation tout au long d'une carrière. Si on avait dit à nos ancêtres il y a 40 ans comment on ferait notre métier aujourd'hui, je crois qu'ils l'auraient difficilement cru, et je crois que les formations font le plein, une formation disposée par différentes instances, et c'est important. Et je reviens sur un dernier point, ce qu'a dit madame tout à l'heure, la vie sociale. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas à avoir peur de dire qu'on a besoin de prendre quelques jours de vacances dans l'année. Alors on ne prendra pas 5 semaines, c'est sûr, mais qu'on a besoin le dimanche d'aller le passer en famille. C'est pas une honte, c'est pas une tare, c'est l'évolution de notre métier. Nos exploitations, nos outils de travail peuvent le permettre. On a aussi besoin de se dégager du temps pour s'engager la race le permet aussi. Dans la race, dans d'autres choses, dans d'autres organismes. Le social est important et le métier se fait plus comme il y a 40 ans et il doit plus se faire comme il y a 40 ans aujourd'hui. On doit pouvoir avoir une vie sociale. Nos conjoints travaillent parfois à l'extérieur.
On a aussi besoin de voir nos enfants grandir, de les amener aux activités. Enfin, c'est des choses qui, il y a 30 ans, ça paraissait impensable. Mais aujourd'hui, c'est une réalité et il ne faut pas s'en cacher. Il faut même en être fier. De dire qu'on arrive à faire ce métier tout en maintenant une vie sociale et une vie familiale correcte. C'est important de le souligner. Enfin, je rajouterais, moi, par rapport à Hervé, surtout qui parle de l'ancrage. Nous, Crédit Agricole, c'est vrai que nous avons à cœur d'avoir un ancrage sur notre territoire. Nous faisons l'effort, malgré tout, de conserver nos agences. Nous avons fait le choix aussi d'avoir du professionnalisme. C'est aussi une sorte d'accompagnement aussi dans les projets d'installation pour le conseil. Et aujourd'hui, nous avons des experts en agriculture, en fait, qui sont présents dans nos différentes agences. Et ça, c'est très important de les avoir aussi. Et d'avoir le personnel à l'écoute de ces jeunes agriculteurs pour aider aussi dans la constitution de leur projet. Parce que nous, Crédit Agricole, on parle d'agriculteurs, mais Hervé l'a souligné, un agriculteur, c'est pas lui tout seul, c'est un conjoint, c'est des enfants. Donc nous, Crédit Agricole, les projets, ça se limite pas qu'au métier d'éleveur. On accompagne aussi pour des acquisitions de maisons principales, pour des projets dans les études des enfants. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que un projet d'installation, ça ne se limite pas qu'à l'éleveur. Ce point-là, il va sur les deux, le volet économique et le volet social, là, de conserver les agences. C'est un sujet un peu brûlant en ce moment. Le Crédit Agricole lui-même a fermé des agences dans certains secteurs qui pourtant sont très agricoles et même très élevage. Et du coup, le rôle dans l'économie, quand on voit partir la banque, on voit partir peut-être le coiffeur et puis un boulanger sur les deux, etc. C'est un point important de vous maintenir dans le réseau rural. C'est l'effort aussi, et c'est aussi le rôle de nous, les élus, justement, par rapport au réseau commercial. C'est à nous, justement, élus, de faire l'effort de pouvoir conserver nos agences et de pouvoir conserver automatiquement nos collaborateurs qui seront présents dans ces agences. L'élu a un rôle très important sur notre territoire. Nos collaborateurs font toujours l'effort de venir vers les élus, justement, pour prendre leur avis. Aujourd'hui, les gens râlent, c'est sûr, quand des agences ferme, c'est comme quand un boulanger disparaît. La question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce qu'on va dans nos agences? Des fois, quand on pose la question sur un boulanger, par exemple, Internet. Le boulanger ferme. Mais est-ce que tu vas acheter ton pain chez le boulanger? C'est la question qu'il faut se poser, en fait. Est-ce que tu fais vivre le réseau qui est à disposition? C'est tout à fait ça, quoi, en fait. C'est la question qu'il faut se poser. Il faut faire attention à tout ça, je pense. Je pense qu'il faut qu'on garde notre lien de proximité, en fait. Pas que pour la banque, pour tous les commerces qui existent. Alors, la banque, la chambre d'agriculture, il y a les collectivités locales aussi qui, dans ce sujet-là, ont un rôle à jouer. Les maires, et vous l'êtes, les maires ont un rôle à jouer. Parfois, on voit la mairie se substituer au commerce en disant on va investir dans un multiple rural et maintenir cette activité. Alors c'est pas le boulot des mairies, mais ça le devient un peu par force pour maintenir une activité dans les villages. L'agence postale, le multiple rural, bien souvent c'est un employé municipal et une association locale qui vont faire tourner le business. Puisque vous me parlez des maires ruraux, je suis depuis toujours un fervent défenseur de nos petites et même de nos plus petites communes rurales. Aujourd'hui, toutes nos petites communes rurales, elles font des budgets, elles ont des budgets à l'équilibre, elles dépensent ce qu'elles peuvent, elles le dépensent bien et elles le font comme il faut. Et souvent, nous n'avons plus de commerce, nous n'avons plus de restaurants, nous n'avons plus de boulangers sur notre commune. Et le seul lien qui reste, c'est la mairie. Et vous savez, quand on voit le nombre de personnes qui viennent aux permanences de la mairie, même dans nos communes de 200 habitants, on se dit qu'on a notre rôle à jouer.
On a notre rôle à jouer, on a notre rôle à jouer pour ce tissu social, pour ces services qu'on rend, parce qu'aujourd'hui, la mairie, ben oui, c'est un service de proximité aussi, et c'est un lien tellement important. Il faut continuer à défendre ça, il faut continuer, je disais tout à l'heure, à faire travailler nos artisans locaux, à faire travailler nos boulangers, à faire travailler nos bouchers. On en a besoin tous les jours. Et on est les premiers acteurs. Certes, il y a le tourisme, mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous toute l'année, pour qu'on y aille toute l'année. Et comme je disais tout à l'heure, on ne dépensera pas plus à aller à notre artisan local et à notre commerce local qu'à aller dans les grandes surfaces. Donc, on est un peu chauvin, mais il faut le rester, il faut garder ça. C'est vrai que le lien social, c'est souvent le facteur qu'on voit une fois par jour dans la semaine, et la secrétaire de mairie, quand on va chercher son journal à la mairie, puisque vous vous substituez aussi au buraliste parfois. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce volet social? Je sais pas où on en est là dans le timing. On a tout planté, on est loin, voilà. Je travaille sans montre, je suis désolé, mais... Ah, bah ça va. On finit à 11h, c'est bon, on est dans les temps. Ça fait rigoler Henri, j'adore. J'en profite que j'ai le micro pour ajouter 2 petits mots. Je veux remercier tous ceux qui œuvrent et qui ont œuvré pour que ce concours national Aubrac soit en Lozère aujourd'hui. Le département est fier de vous accueillir. Le département vous remercie vraiment pour ce travail que vous faites. Et je crois que nous pouvons aussi remercier tous les éleveurs qui sont présents aujourd'hui. On a des animaux d'une qualité exceptionnelle, d'une génétique exceptionnelle, on en parlait tout à l'heure. Et cette qualité et cette génétique qui ne va pas s'arrêter, qui va continuer. Et c'est formidable de voir un élan comme ça. Tout à l'heure, je discutais avec des gens qui ont dormi sur Aumont, qui ont mangé au restaurant sur Aumont, qui ont été vraiment accueillis, qui ont apprécié la table et le couchage. Et puis, je voudrais remercier mon ami Alain Stru qui est là, qui est maire d'Aumont. Excusez-moi, je vous avais pas vu arriver, monsieur le maire. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Si. Je voudrais le remercier. Il est à mes côtés au département. Et voilà, c'est des personnes comme ça aussi qui œuvrent pour nos territoires ruraux, qui œuvrent pour notre agriculture. Et je veux le remercier pour cet accueil toujours merveilleux qui nous offre dans cette magnifique halle de Aumont-Aubrac. Merci Alain et merci à vous tous. Monsieur le maire, venez là. Il avait la banane, monsieur le maire, hier, quand il nous a rejoints dans l'après-midi, en voyant tous les véhicules garés, le monde qu'il y avait sous ce chapiteau. D'ailleurs, le chapiteau tenait pas tout le monde, puisqu'il y en avait qui s'étaient entassés là de ce côté-ci. Prenez le micro, monsieur Astruc. Ouais, Dites-nous votre satisfaction. Écoutez, comme je l'ai dit hier, on vit un moment extraordinaire. On a la chance d'accueillir 15 ans après un nouveau concours national Aubrac. Oui, c'est vrai qu'on était là en 2010. Alors, c'est vrai qu'il y a une nouvelle équipe, un nouveau président, mais je tiens quand même, je crois qu'il est là dans la salle, Yves Chassani. Les 2 derniers. Et Henri Perrac. Voilà, notre président local. Avec un nouveau directeur aussi, qui depuis quelque temps assume. Alors c'est vrai il est arrivé en 2010, l'année que vous évoquiez à l'instant. Je les côtoie, moi, depuis, peut-être plus de 20 ans ou autre. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. On a la chance d'avoir des gens, et mon collègue vient de le dire, qui sont plus que performants. Ils vivent une passion. Ils vivent un terroir, un territoire. Et la qualité des animaux, hier on l'a vu toute la journée. Hier soir aussi, la vente aux enchères, moi je trouve que c'est un moment où, comme vous l'avez dit, le monde qui était là, qui apprécie. Alors c'est la race Aubrac, elle est magnifique, mais cette halle, on l'a voulu avec le monde agricole, avec des syndicats agricoles, il y a plus de 15 ans, maintenant le temps passe, mais c'est un véritable outil. Et cet outil, il nous sert pour l'élevage, il nous sert pour le monde agricole, mais il nous sert aussi pour d'autres manifestations. La foire de Lozère, on a eu des concerts, on a eu un peu de tout. Donc une petite commune comme la nôtre, on peut envisager des choses et on peut croire en l'avenir.
Et moi, je crois à l'avenir du monde agricole, même si des fois c'est compliqué. On apprend toujours, hein. On apprend toujours en tant qu'élu. Même si des fois on a un certain nombre de mandats, on apprend auprès des gens qui sont compétents et qui savent faire. Et je crois que le monde agricole est dans ce sens-là. Et les jeunes agriculteurs aussi, hein, il y a des débats. Et les débats, on les fait ensemble. Et le département, alors je suis aussi un vieil élu au département, a toujours été présent et continuera à l'être. Ouais. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui ont permis cette réussite. Hein. C'est vraiment une réussite. Alors, je ne sais pas si dans 15 ans, on sera encore là, les uns et les autres, mais on sera toujours prêt à vous accueillir. Revenez quand vous voulez. Et vous l'avez dit tout à l'heure, des bons restaurants, terres d'accueil, du développement économique qui va avec le développement agricole. Parce qu'on a inauguré aussi il y a 2 jours une Vidal Acier, une belle entreprise. Et on a encore plein de projets. Donc voilà. Vraiment, soyons fiers, soyez fiers de ce que vous faites. On l'a évoqué ensemble plusieurs fois depuis jeudi, c'est un travail d'équipe et les collectivités locales, elles font partie de l'équipe. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mathieu, peut-être qu'on arrive au moment de la conclusion. C'est bien que monsieur le maire nous ait rejoint justement pour la fin de cette table ronde. Mais merci déjà pour votre intervention et votre accueil, monsieur le maire. Donc oui, pour apporter une conclusion rapide à cet échange nourri, intéressant, et porter un message positif. On voit quand même que, vous l'avez souligné, le travail réalisé en amont par les équipes techniques en lien avec les collectivités territoriales, en lien avec tous les organismes avec qui on a une interaction, ont mis en place des systèmes pouvant répondre à cette problématique. L'Aubrac à l'horizon 2050, l'élevage Aubrac à l'horizon 2050. Quelle réponse en termes d'environnement? L'adaptation de l'animal au travers des actions génétiques menées au sein de la station quant à la capacité d'ingestion, à la revalorisation des fourrages grossiers, les liens avec les organismes gérant les ressources de semences pour adapter les prairies. Pour l'économie, vous venez de dire, l'économie au sein de ces territoires passe par l'agriculture qui est le moteur de cette économie. Donc on le voit, vous venez de le souligner, une entreprise qui s'installe parce qu'il y a un dynamisme agricole qui s'installe dans nos communes et qui apporte et qui fédère et qui génère de la richesse sur les territoires. Donc là aussi, l'Aubrac apporte une réponse claire en permettant une valorisation de ses produits et de ses débouchés qui assure le revenu aux éleveurs. Et après, sur le lien social, c'est les choix dans l'orientation raciale, de maîtriser le développement, de garder des facilités de naissance, des capacités d'allaitement, permettant, vous l'aviez dit, à cette nouvelle génération d'organiser différemment son travail d'éleveur pour dégager du temps pour sa famille, pour des activités sociales et des engagements ailleurs. Et là aussi, la race, au travers de la génétique, apporte des réponses donc, par rapport à la facilité de naissance, à l'autonomie de l'animal en termes de gestion. Elle va aller chercher les ressources fourragères, vous parliez d'abreuvement. Voilà, c'est autant de choses pour lesquelles la race a travaillé et apporte des réponses techniques. Ces 3 piliers sont, on le disait, interdépendants, étroitement liés, mais donc l'action de la race agit sur les 3 piliers et je crois qu'on se doit d'apporter un message positif pour dire que l'élevage en 2050, l'Aubrac aura toute sa place, j'en suis convaincu, et les jeunes sont porteurs d'espoir, hein, on l'a vu dans cette vidéo, et ils sont confiants dans cette race. Donc continuons le travail initié par nos anciens. Et là, je les vois, ils sont en face de moi. On a 2 anciens présidents, donc Henri Peyrac qui est là, avec qui on a longtemps travaillé, et puis Yves Chassani aussi. Et donc cette forme de continuité, le résultat, il vient du travail en amont. Donc tu l'avais dit au début, hein, on remonte à la création de l'Union en 1979, tout le travail accompli, le résultat aujourd'hui sont là.
Donc je tiens à les remercier vivement, tous les deux, pour leur implication. Si, parce que on l'a vu, les jeunes ont confiance en la race par rapport à tout le travail qu'on a fait ensemble avant. Donc merci à tous les deux. Ça fait plusieurs fois que tu évoques la nouvelle génération. Il y a quelque chose que j'ai retenu, moi, dans quasiment tous vos propos, c'est que la formation, l'éducation, c'est revenu régulièrement, c'est souvent une réponse à plein de problèmes sociétaux et professionnels. Plus il y a d'éducation, plus on est armé, et plus on est fort, et plus on génère aussi autour de soi de l'entraide. Les travaux réalisés par ces jeunes deviennent quoi? Ils servent de socle à un nouveau départ, à une nouvelle réflexion, et cristallisent l'envie du conseil d'administration et de tous ceux qui vous entourent à réussir comme les 25 dernières années, depuis l'année des races rustiques en 2000, qui marquait un tournant et qui nous a amené à un résultat 25 ans après, que pour ma part, je trouve incroyable. On nous aurait dit à cette époque-là, Henri, en 2000, qu'on aurait plus que doublé le nombre de têtes, qu'on en serait à l'instant T à une situation incroyable, une vente aux enchères hier incroyable aussi. On nous aurait dit ça, on ne l'aurait pas cru. Donc, nouveau départ en 2025, horizon 2050. Les travaux de ces jeunes sont intégrés, assimilés à ce que ça va devenir. Complètement, hein. Ils nourrissent nos réflexions, donc ils apportent aussi un éclairage de la perception qu'ont les jeunes de l'avenir de ce métier. Alors quelque part ça nous réconforte, hein, parce qu'on se dit finalement les choix qu'on avait fait avant apportent au moins partiellement une réponse, mais on ne doit pas, ça a été dit de cette table, on ne doit pas s'endormir et considérer comme acquis, parce que j'insiste là-dessus, l'environnement social, économique et au sens climatique du terme évolue très 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 vite, et donc on a sécurisé un peu tous ces domaines pour lesquels on a déjà travaillé, voilà. Mais les travaux des jeunes, voilà, sont une base et nourrissent nos réflexions, c'est sûr. Tu conclus? Oui. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, c'était intéressant. Je remercie sincèrement nos invités d'avoir répondu présent. Ça a été, j'espère, riche. J'espère que ça a correspondu aux attentes des spectateurs. Donc un sincère merci à vous tous.